Le podcast d'aujourd'hui est présenté comme tous les autres par Eros et compagnie, notre bébé, notre chouchou, notre amour. On a un nouveau plus pour nos membres Patreon, les rois de l'orgasme. On va faire tirer une fois par mois un jouet. Celui-là, une valeur de 200 $. Oui. Fait qu'il y a un beau gros 50% de rabais. Puis celui-là, ben, dis c'est lequel. Là? Dans le fond, c'est un jouet de notre merch sexe oral qu'on va faire tirer à chaque mois. C'est le rodéo. Notre premier rodéo. Ça, je sais pas si vous voyez la vidéo, mais littéralement, le jouet, j'ai de la misère à le tenir sur la table. Il s'enfuit. Et là... Donc, si jamais, puis là, tu peux pas l'éteindre parce qu'il bouge trop. Il est incroyable. Fait que vous pouvez vous le procurer aussi sur le site erosetcompagnie.com avec un 15% de rabais avec le code sexe oral. Donc, on a sorti notre merch sexe oral en lien avec Eros et compagnie, en collaboration, en fait. Fait que c'est tous des jouets qu'on a choisis, dont lui, ça a été notre premier qu'on a eu un gros coup de cœur. Fait que voilà, puis on le fait tirer une fois par mois. Fait que pas juste lui, il va en avoir d'autres à chaque mois qu'on va faire tirer pour vous racheter une goodies de plus. Voilà. Une goodies? Un goodies. Un goodies de plus. Fait que ça, puis c'est ça. Fait que le code sexe oral, on l'a dit, puis tout ça. Ouais. Voilà. Ben, merci. On a un deuxième avantage aussi qu'on a oublié de vous dire, mais qui n'avait pas rapport à Eros et compagnie, mais qui a quand même rapport au Patreon. C'est dans la catégorie Cunilingus suprême. Dorénavant, vous allez avoir la priorité sur les questions et sur les témoignages. Les témoignages. Donc, c'est sûr que, écoute, on s'entend, là. S'il y a une question qu'on a déjà posée, on ne la reposera pas, mais vous avez la priorité, fait qu'il y a vraiment beaucoup plus de chances que votre question et votre témoignage soient dit dans le podcast. Donc, voilà. Ça, c'est dans la catégorie Cunilingus suprême. Une production du Studio SF. Allô! Bonjour! Je suis full, on est vraiment très contente. On sort de 2 podcasts avec une femme incroyable, merveilleuse, qu'on a tellement appris autant sur nous que sur tout le monde, je pense. Vraiment. Fait que là, si jamais vous n'êtes pas des parents ou des futurs parents, peu importe, tout le monde, on le dit, tout le monde devrait écouter ce podcast. Parce que ça s'adresse à qui on était quand on était petit aussi. T'as pas besoin d'attendre un enfant ou d'en avoir un pour relate. Puis... Ça m'a fait analyser moi, ça m'a fait analyser mon chum, mes amis, mes parents, de voir... c'est fou, ça n'a aucun sens. On parle de la maturité affective, puis de relations, des émotions, on parle d'éducation à l'enfance, on parle de plein de choses. C'est un beau mélange qui c'est sûr qu'il va venir vous chercher. À la fin de ce podcast-là, on a réalisé qu'on en voulait plus, fait que vous allez avoir une partie 2 éventuellement. Donc, enjoy. Bon podcast. Le podcast aujourd'hui est présenté par des nouveaux collaborateurs. Je suis pas contente. Clinique Biron, c'est très important. C'est une clinique de dépistage. En passant, je tiens à dire que c'est pas parce que tu n'as pas beaucoup de partenaires que tu ne dois pas aller te faire dépister. Parfois, une personne que, même si tu as confiance, on sait pas, elle sait peut-être pas. Fait que c'est important. C'est ça. Entre chaque relation, à chaque nouvelle relation, d'aller se faire un petit check-up. Parce que la personne, elle peut te dire ouais, non, j'ai rien, tout va bien, mais c'est parce que c'est souvent asymptomatique. Fait que tu peux être porteur d'un virus ou de quelque chose sans avoir de symptômes. Puis eux, dans le fond, ils vont te prendre, même si t'as pas de symptômes, puis même si t'as pas d'ordonnance, ils vont faire ça sans délai, sans jugement. Ils vont te prendre sous leur aile, ils vont faire, tiens, tchoup, tchoup, tu peux aller voir ton prochain partenaire, tu reviendras après. Ouais, exactement. C'est ça se fait tout en ligne. Fait que là, j'ai fait le test, là, je me suis inscrite en test, là, tu sais, Louis, fait que j'ai fait le test et c'est vraiment rapide. Ils m'ont trouvé avec mon code postal la clinique la plus proche. Puis ça a pris 5 secondes. J'avais déjà un rendez-vous bien rapide. Bon, tu vois. Qu'est-ce que t'attends? Va te faire checker, tu chum. C'est sur le site de biron.com. Le dépistage ITSS en toute autonomie. Merci beaucoup, Biron. Merci, on est très Biron. contente. Mouah.
Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Manscaped. Puis Manscaped, ils ont un produit en particulier qui veulent vous parler de ça aujourd'hui. C'est le Weed Whacker 2.0. C'est t'es bonne. Pardon, au moment où je m'étouffe. C'est un rasoir pour le nez et les oreilles. Je l'ai offert à mon père. Il dit qu'il respire et entend mieux depuis. Arrête! Oui. C'est un beau cadeau à offrir à quelqu'un qu'on aime. Mais même pour nous, là, si... Ben oui, si mais on en a, ça a l'air qu'en vieillissant, tu perds les cheveux que tu avais sur la tête puis tu te mets à te pousser dans les oreilles puis dans le nez. Ah, c'est vrai. J'ai entendu ça aussi. Fait que toutes les vieilles personnes dans votre entourage. Garde, on donne ça en cadeau, s'il vous plaît, puis ça va être pour les aider à mieux entendre. Avec, dans le fond, le nouveau, c'est qu'il est amélioré, c'est le 2.0, donc une lame en acier avec des fentes plus hautes et plus larges, ce qui permet une meilleure prise des poils. Voilà. Donc, on a un beau rabais pour vous avec le code SEXORAL pour 20% de rabais et la livraison gratuite partout. Voilà. Merci, Manscaped. Allô, première. Allô, Sarah. Allô. C'est ça. Moi, je suis en ce moment à 38 semaines et 2 jours de grossesse. Et puis, je m'étais dit que j'allais probablement arrêter les podcasts, mais celui-là, je pouvais pas le manquer. On est avec Sarah Hamel, qui est psychoéducatrice, qui va nous parler de l'éducation sexuelle à l'enfance, entre autres. Puis ben j'ai jamais été énervée de même. Je suis vraiment contente. Je suis vraiment contente. Fait que c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'est normal, c'est vraiment normal. Tu veux-tu me parler un peu de toi? Ton parcours, comment t'as commencé? Pourquoi t'as commencé là-dedans aussi? Ouais, ben moi je suis psychoéducatrice depuis 2015. Puis j'ai un parcours assez typique. Là. J'ai travaillé en CLSC dans une équipe jeunesse. Puis v'là 2 ans, en fait, je suis partie vivre au Saguenay parce que j'habitais dans la région de Montréal. Je travaillais au CLSC de Montréal-Nord. Puis je suis partie au Saguenay, puis j'étais en plein congé de maternité. Puis à ce moment-là, je commençais à trouver un peu le temps long. Ben, parce que j'aime ça, ma job. Moi, je suis vraiment passionnée dans la vulgarisation scientifique, puis j'aime ça partager mes connaissances. Puis là, ben, seule au Saguenay en pleine pandémie, je commence à trouver ça long. Fait que c'est comme ça que j'ai commencé à faire des capsules comico-éducatives sur les médias sociaux. Parce que, ben, je voyais aussi là, qu'il y avait comme un besoin à ce niveau-là. Là. Il y avait beaucoup de mamans autour de moi qui se posaient des questions puis qui se demandaient pourquoi que leur enfant faisait tel comportement. Puis je voulais pas être la fatigante qui a tout le temps la réponse à tout. Fait que je me suis dit, au lieu de tout le temps répondre à ces personnes-là individuellement, ben je vais juste partir ma page Facebook puis mon Instagram puis je vais parler des sujets qui m'inspirent de manière drôle. Puis, en 1 an, j'avais 100 000 abonnés. Fait que il y avait vraiment un besoin à ce niveau-là. Puis c'est comme ça que les maisons d'édition m'ont approché pour écrire un livre. Puis que là, ben, c'est ça. En 1 an, je me suis retrouvée autrice, conférencière, chroniqueuse média. Puis tout ça. Fait que c'est ça. C'est complètement fou. Vraiment. Fait que merci à ma fille d'être née puis de m'avoir donné envie de partager mes connaissances sur les médias sociaux. C'est vraiment cool ce qui m'arrive présentement. Fait que, puis c'est ça. Je suis vraiment contente d'être ici, moi, parce que, comme je disais off-cam tantôt, c'est une belle fenêtre pour moi pour diffuser l'information. Moi, je me suis donné là, cette mission-là d'être dans la prévention, dans la promotion des meilleures pratiques éducatives, puis de vulgariser le développement de l'enfant. Fait que c'est ça. Je suis vraiment contente d'être ici, parce que on en parlait à plein de monde. Là, mais t'as commencé avant d'être sur les médias sociaux, t'étais déjà Ouais, j'étais déjà psychoéducatrice. Je travaillais en CLSC depuis longtemps. Puis là, t'as eu ta fille. J'ai eu ma fille. On est déménagé au Saguenay parce que mon chum, il a eu une opportunité de promotion en allant là-bas. Puis c'est ça, je me suis retrouvée pas d'amis en pleine pandémie dans une région que je connais pas. Fait que, mais psychoéducatrice, mettons là que... Ah, pour quelqu'un qui sait pas c'est quoi. Ouais, mettons là, c'est... Ouais. Les psychoéducateurs, on est les spécialistes
des capacités adaptatives. On peut travailler avec du 0-100 ans. Là. OK. On les voit beaucoup dans les écoles, dans la petite enfance, en centre jeunesse. C'est ça, c'est ce qui est plus connu. Mais il y en a dans les CHSLD, il y en a vraiment partout. Là. Moi, d'ailleurs, quand j'ai commencé ma carrière, c'était à l'époque de l'austérité, là, quand il y avait des coupures dans les services sociaux puis la santé. Fait que il n'y en avait pas de job dans ce temps-là. Là. Il avait coupé tous les postes. Puis je m'étais retrouvée en santé mentale adulte. Puis j'ai adoré ça. Là. C'était vraiment, vraiment le fun. Puis après ça, bon, j'ai eu mon poste en CLSC en enfance, parce que c'est quand même là-dessus que je m'étais spécialisée pendant mes études. Puis c'est ça. Depuis, j'ai continué, moi. Maintenant, je suis en pratique privée. Puis tu vas à la maison ou? Non, moi je fais. Moi là, ce que j'aime le plus faire là, c'est de la guidance parentale, là, donc du coaching parental. Là. Donc d'accompagner des parents à mieux comprendre ce qui se cache en arrière des comportements problématiques chez leur enfant. Puis je les guide parce que souvent là. Ce qui nous fait réagir comme parents, c'est pas le comportement comme tel, c'est notre interprétation du comportement. C'est quand on entend « Hey, là, il fait exprès. Là, il me cherche. Là, il me teste. Là, il me rit d'en face. Là, il me niaise. » Quand on se dit ça, c'est là qu'on pogne les nerfs puis que l'on intervient un petit peu à côté de la traque. Fait que moi, j'aide les parents à aller au-delà du comportement. Puis d'ailleurs, c'est ça mon livre, tu sais. Mon livre, j'explique qu'en arrière d'un comportement, bien, il y a tout le temps une raison, là, il y a tout le temps une émotion, un besoin non répondu ou une habileté non acquise. Il y a jamais... Il veut me faire chier, puis il y a jamais... Il y a un mauvais parent, tu sais. C'est tout le temps... Il y a tout le temps une bonne raison qui est cachée en arrière d'un comportement, puis c'est là-dessus qu'on doit intervenir et non juste en surface sur le comportement. Mais quand on est collé sur la situation, là, moi, la première, là, avec ma fille, ça m'arrive de pogner les nerfs puis d'intervenir complètement à côté de la traque parce que je suis trop collée sur la situation. C'est pas parce que je suis pas une bonne maman, c'est juste parce que... Des fois, c'est que tu n'as pas le temps d'analyser la situation. Tu es au centre d'achat, puis... Voilà, ben oui. L'autre, elle pleure. C'est ça. Des fois, tu n'as pas le temps. Là. Quand on est collé sur l'arbre, on ne voit pas la forêt. Ben c'est ça. Quand tu es dans la situation, puis que, justement, tu es toi-même envahi de tes propres émotions ou que tu n'as pas le pas de recul pour analyser. Voyons, ça a été quoi le déclencheur de ce comportement-là? Y a-tu quelque chose dans le contexte environnemental qui a pu déclencher ça? Ben c'est ça. Fait que moi, c'est ce que je fais avec les parents. Je les aide à mieux comprendre ce qui se cache derrière les comportements problématiques des enfants. Puis on fait un bout de chemin ensemble là, pour Est-ce que changer tu faisais déjà de la... Est-ce que tu faisais déjà de la guidance parentale avant d'avoir ta fille? Oui. Puis comment que ça a changé, mettons? Qu'est-ce que tu guidais avant d'être parent toi-même? Puis là, même moi, ma manière de voir les choses a complètement changé. En fait, mon approche a changé. Moi, en début de carrière, ben, j'étais beaucoup dans l'approche cognitive comportementale. C'est beaucoup ça qui est enseigné à l'université. Donc, on a un comportement, on modifie le comportement. Ça, c'est l'approche cognitive comportementale. Ben, je la résume vraiment vite. Là, c'est plus complexe que ça, là, mais depuis que je suis maman, là je laisse beaucoup plus de place à l'instinct. J'essaie de ramener l'instinct parental au centre. Je trouve qu'on intellectualise beaucoup la parentalité. Sauf que être parent, ça se passe pas ici, ça se passe ici. Bon, pour ceux qui font juste écouter en audio, j'ai pointé mon cerveau au début puis mon cœur ensuite. mais c'est ça. Être parent, c'est pas juste de connaître des affaires, c'est de vivre des affaires. Ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment appris en le vivant sur le terrain. Puis je trouve que, justement, les parents d'aujourd'hui, la génération de jeunes parents qui intellectualisent tellement la parentalité, ils vont aller lire des livres, ils vont aller regarder sur Internet, ils vont aller checker des articles scientifiques. Puis là, ben, ils essayent des affaires, puis ils comprennent pas pourquoi ça marche pas. Mais
ils sont comme déconnectés dans le fond de leur instinct. T'sais, quand on se connecte à notre enfant, quand on prend le temps, justement, tu l'as dit, souvent quand c'est tough, c'est parce qu'on n'a pas le temps. On a de la broue dans le toupette, puis là, on n'est pas connecté sur notre enfant, on est connecté sur « Ah, tout le monde me regarde » ou « Ben, go, faut qu'on parte dans 5 minutes. » Fait que si je suis connectée sur un objectif ou sur le monde qui me regarde ou whatever, si je suis plus centrée sur mes propres besoins à moi, parce que là, mettons, je veux qu'il dorme là tout de suite pour avoir une soirée d'amoureux ou pour aller faire ma vaisselle, whatever. Mais là, je suis plus connectée sur mon enfant, donc je suis pas en connexion avec son besoin. Fait que comment tu veux que je réponde à son besoin si je suis complètement pas au courant de ce qui est en train de se passer? Fait que c'est ça. Je trouve que juste de ramener l'instinct, de ramener le fait que on a tout ce qu'il faut à l'intérieur de nous là, pour être le meilleur parent pour notre enfant. Puis il faut s'écouter. Je trouve que quand on se perd dans l'océan de conseils qui existent sur Internet, puis dans les livres, puis dans les soupers de famille, bien là, on s'y perd. On se met à douter de nous. Puis là c'est là, une fois qu'on se met à douter de nous, puis de notre enfant, on se retrouve complètement dérégulé, puis ça aide pas la situation. Tu guides quelqu'un à écouter son instinct. Tu sais, parce que, je veux pas, toi, t'as les deux, là. T'as ta formation professionnelle, t'écris un livre par rapport à ça, puis tu fais des capsules vidéo pour enseigner. Puis là, tu dis l'importance de l'instinct. Comment tu guides quelqu'un à faire « écoute ton instinct ». Bien, justement, en guidance parentale, moi, la manière que je fonctionne, c'est souvent en partant de situations concrètes qui sont arrivées. Fait que les parents, ils vont m'arriver avec « OK, bien là, cette semaine, il est arrivé ça ». Mais là, moi, je ne vais pas tout de suite arriver avec mon chapeau de professionnel qui a la réponse. Puis je ne vais pas tout de suite dire « Ah, ben voici ce qui se passe ». Ben non, là, on va discuter. Puis je vais apprendre aux parents à se faire confiance puis à voir aller son enfant. Puis justement, bien souvent, quand ils me racontent la situation, c'est « Ah, ben là, juste à te dire, on dirait, là, je le vois, là. » Là, parce que j'ai un pas de recul. Parce que je me suis placée en position de curiosité, plutôt qu'en posture de réaction, de « Il faut que je casse ça, faut que je corrige ça. » Là, je me suis placée en position de curiosité à me demander « OK, qu'est-ce que je vois, là? » Qu'est-ce qui est en train de se passer? Mais souvent, c'est là que la magie opère. T'sais. Fait que c'est sûr que quand je travaille avec un parent, il y a une partie qui est du savoir aussi. Là, c'est pas juste le savoir-être qu'on va travailler, mais c'est beaucoup il y a un minimum de savoir par rapport à, justement, c'est quoi qui peut se cacher en arrière des comportements. Mais moi, je travaille beaucoup le relationnel avec les parents. C'est de ramener au centre leur pouvoir de parents. Moi, l'exemple que je donne, là, c'est le bébé canard qui suit la maman canard. La maman canard, là, elle va pas... Si elle a traversé une autoroute, elle va pas dire à ses bébés canards ben faites-moi confiance, on va traverser l'autoroute, puis si vous traversez bien l'autoroute, je vais vous donner une récompense. Ou si vous traversez pas bien l'autoroute, je vais vous punir. La maman canard, elle a pas besoin d'utiliser des punitions puis des récompenses, puis elle leur demande pas leur avis non plus. Elle traverse l'autoroute, point final. Ça, c'est ce qu'on appelle l'autorité naturelle, puis c'est ça que beaucoup de parents ont perdu en ce moment. C'est ça que moi, je travaille avec les parents, là, de ramener l'autorité naturelle. Les récompenses, tu sais, je vois plein d'enfants, là, moi aussi, de récompenses puis de tableaux avec des collants. Moi, j'ai commencé les collants là, quand elle se brosse les dents, là, parce que sinon, elle se brosse pas les dents. Fait que là, je donne un collant, ça se brosse les dents. Mais ça fait que ça, c'est pas, tu dirais... Il y a d'autres manières de faire collaborer un enfant sans utiliser une motivation qu'on appelle extrinsèque. La motivation extrinsèque, justement, ça vient de l'extérieur. Ça vient pas de l'intérieur de l'enfant. T'sais. Puis là, je vais juste faire une parenthèse, OK, avant de continuer. Parce que là, on va parler de plein d'affaires. On va parler d'interventions qui peuvent avoir un impact sur l'adulte que l'enfant va devenir dans ses relations, dans sa sexualité, puis tout ça. Puis ça se peut qu'il y ait des parents qui nous écoutent qui disent « Ah, shit, je fais tout qu'est-ce qu'elle dit. Je fais tout ça, moi, je fais tout qu'est-ce qui est pas recommandé pour les enfants. » Puis j'aimerais ça que les parents qui écoutent ça, ou les intervenants qui ont peut-être recommandé ces interventions-là puis qui se rendent compte que « Ah, je nouille, c'est pas ça qu'il faut faire. » c'est important d'être à l'écoute de cette culpabilité-là qui peut émerger à l'intérieur de nous. Moi, comme je disais
tantôt, mon approche, elle a complètement changé du tout parce que je me suis beaucoup formée sur les neurosciences puis la science de l'attachement. Puis ça, là, ça nous amène une vision complètement différente du parenting. Puis je me suis sentie mal en tabarouette là, quand j'ai vu que les interventions que je recommandais à mes clients pouvaient justement être nuisibles sur du long terme pour les enfants. Mais c'est important que cette culpabilité-là, on l'accueille, qu'on se dise, OK, là, je me sens coupable, mais c'est justement parce que je care pour mon enfant. Parce que, tu sais, un psychopathe, ça se sent pas coupable, ça sent un sac. Fait que si tu te sens coupable en écoutant ça, ben merveilleux, ça veut dire que tu l'as, cette bienveillance-là, à l'intérieur de toi, puis tu l'as, ce désir-là d'offrir le meilleur à ton enfant, puis la culpabilité, dans le fond, c'est juste ton petit système d'alarme interne qui dit « Whoop, whoop, whoop ». Là, ça veut dire que tu as agi un petit peu en dissonance avec tes valeurs puis avec ce que tu veux offrir pour ton enfant, puis il n'est jamais trop tard. Là où c'est problématique, quand on se sent coupable, c'est quand on met notre armure. On dit « Ah, non, là, je me sens coupable, j'haïs ça me sentir de même. » Fait que là, schlang, armure protectrice, puis là, je rejette ce que j'entends. Non, là, c'est de la merde ce qu'elle dit, c'est sûr, c'est pas vrai. Puis là, si je suis en réaction pour me protéger, pour protéger ma vulnérabilité puis protéger mon ego, là, par rapport à ce que je faisais, ben ça nous empêche justement d'évoluer puis d'aller vers l'avant. Fait que quand on se sent coupable, ben, c'est important justement de l'accueillir, cette culpabilité, de dire OK, c'est différent de ce que je fais, c'est différent de ce que je croyais bon pour mon enfant, c'est différent de ce que j'entends depuis des années, mais je vais l'accueillir avec une certaine curiosité, puis je vais voir où ce que ça m'amène. Tu sais, fait que parenthèse fermée, là, je vais juste justement mettre la table pour que tu sais, toi, je sais que t'es maman déjà. Ben là, c'est pas longtemps là, que j'ai commencé collant, fait que je pense pas que ça va être bien dramatique. Là. Non, mais... C'est quoi, mettons, exemple, qu'est-ce que ça fait, genre, de récompenser? Parce que, je le vois, là, des tableaux là, de récompense que je pensais comme bientôt, là. Ouais. Mais c'est quoi ça fait qui serait peut-être pas l'idéal pour... Dans le fond, il faut comprendre que tous les humains là, de la Terre, pas juste les enfants, là, mais les adultes aussi, ben on va collaborer seulement quand ça nous tente. OK? On est des êtres qui sont... non, mais on est tous des humains à part entière, les enfants y compris, puis on a comme... On est autodéterminé, là, tu sais, on sait ce qu'on veut, puis on le voit avec nous, chez nous tout petits d'un an, même avant, on le voit, quand ils ont une idée dans la tête, ils l'ont pas dans le péteux, là, et ils savent ce qu'ils veulent. Fait que, pour que nos enfants collaborent, quand on leur donne des consignes, il faut comprendre que sont pas différents de nous autres. Si moi, là, j'ai un collègue qui débarque dans mon bureau pendant que je suis en train d'écrire un email puis qui me dit « Hey, Sarah, on a un meeting dans salle 8, il faut que tu sois là. Go, viens. » Mais ça se peut, j'ai 1 minute, là. C'est parce que je suis occupée. Je suis en train de faire quelque chose. Ben, c'est sûr que ça va me faire chier, là, de me faire donner un ordre par quelqu'un qui fait juste comme débarquer dans mon bureau comme ça. Je me sens pas vue, je me sens pas écoutée, j'ai l'impression qu'il considère pas mon travail important. Mais l'enfant qui est en train de faire sa tour de bloc, c'est la même affaire. C'est là. Pour ça, j'ai ri. J'ai vu que tu t'en allais là. L'enfant, j'aimerais que tu considères mon travail important. Puis on s'entend, sa tour de bloc, c'est pas important, tu sais, objectivement parlant, mais pour lui, ce l'est. Fait que, tu sais, on prend le même scénario, OK, du collègue. Mais si le collègue, il débarque, mais que là, avant de me donner sa consigne, ben, il me dit « Hey, salut Sarah, t'as-tu passé une belle fin de semaine? » Puis je dis « Mon Dieu, t'as dormi avancé dans telle affaire. » Puis s'il s'intéresse à moi, qui prend le temps de connecter, ben là, c'est pas la même affaire pantoute. Là, sûrement que... Là, tu prends le temps un peu de me flatter dans le sens du poil. Là. Ben, juste de montrer de l'intérêt, de me considérer comme personne, puis de voir que, je suis en train de faire de quoi. Ben là, je vais dire, ah ben oui, avec plaisir. Je finis ma phrase, puis je vais y aller. Mais dans mon scénario numéro 1, là, il y a des bonnes chances pour que j'aurais fait... Non seulement ça m'aurait pas tenté de l'écouter, mais j'aurais fait le contraire de ce qu'il me demande. J'aurais pris mon temps. Ouais. Puis je serais allée là, en me traînant les pieds, puis j'aurais bougonné tout le long. Tu sais, c'est ça qu'on voit avec nos tout-petits. Fait que nos enfants sont... C'est logique. Puis c'est ça, tu sais, nos enfants, ils peuvent pas décider
de à quelle heure qu'ils mangent, à quelle heure qu'ils prennent leur bain. C'est pas à eux à être en charge de la routine. On se ramène à la maman canard. C'est la maman canard qui décide. C'est elle la meilleure option de survie des bébés, puis c'est pour ça qu'ils la suivent, parce que c'est elle la réponse. Fait que nous, on doit se poser, on doit own cette posture-là, d'être la personne qui est la meilleure option de survie pour nos enfants. Avec ça, ça veut dire que oui, on va mettre un cadre, mais on va être dans la grosse chaleur. La maman canard, elle assure la survie de ses bébés. Elle fait pas juste leur dire quoi faire, mais non, elle répond à tous leurs besoins. Elle les protège. Fait que il y a vraiment une grosse dimension relationnelle dans la collaboration. Fait que, tu sais, ce qui arrive souvent, là, c'est que là, on voit qu'il y a de la résistance. L'enfant ne veut pas collaborer. Fait que là, nous, de l'extérieur, on va mettre plus de pression. On va hausser le ton. On va commencer à tomber dans les menaces. Là, on ajoute de la frustration, dans le fond. Fait qu'on se tape on frappe un mur, là. On se retrouve à tomber dans une escalade qui en finit plus, puis ça vire en crise, ou ça vire que nous autres, comme parents, on pogne les nerfs, ou qu'on tombe dans les menaces. Puis là, souvent, les parents, ce qu'ils vont me dire en consultation, c'est « Il n'y a plus aucune conséquence qui marche avec mon enfant. Il n'y a plus rien qui fonctionne. » Ben non, c'est ça. Tu sais, il finit par s'habituer. Puis là, ben il faut tout le temps que tu augmentes l'intensité. Puis la même chose de l'autre bord. Tu sais, si tu utilises des récompenses, ben là, il va falloir que tu augmentes ton intensité de récompense tout le temps, parce qu'à un moment donné, les collants, ça va faire son temps, là. Tu sais? Ben oui. Fait que ça, c'est ce qu'on appelle, dans le fond, quand on se soumet à une consigne par peur d'être inadéquat, par peur de décevoir, par peur de subir quelque chose de négatif, ben c'est ce qu'on appelle la motivation extrinsèque. Puis, à l'opposé, ce qui est vraiment plus aidant sur du long terme, c'est d'aller chercher la motivation intrinsèque, dont le désir qui part de l'intérieur de l'enfant de faire ce qu'on lui demande de faire. Puis la clé, ben, elle réside dans la connexion. Ce qui arrive, là, tu sais, là, on parle de tout ça, là. Non, je pense juste à le matin, comment tu fais pour mettre le manteau à ton enfant sans qu'il n'y ait pas de guerre? Mais genre, ça, j'ai une formation. j'ai une formation de 90 minutes là-dessus. Sur les manteaux, hein? Bien, sur les départs, la routine du matin. Parce que dans le fond, là, cette problématique, on pourrait en parler vraiment longtemps. Je suis pas la seule. Mais c'est parce que c'est ça, c'est parce qu'en arrière de ce. Tu sais, tantôt, quand je disais qu'en arrière d'un comportement peut se cacher trois grosses catégories, l'émotion trop intense, l'habileté non acquise ou puis le besoin non répondu. Le quoi? L'habileté non acquise. Tu sais, mettons, ben justement, aller s'habiller, là. Là, tu dis à ton enfant, va t'habiller. Ben, ça demande des habiletés, s'habiller. Ça demande des fonctions cognitives qui sont quand même assez élaborées. Il faut que tu sois capable de comprendre la consigne, retenir la consigne en chemin vers ta chambre. Parce que souvent, ce qu'on voit, c'est que là, l'enfant va croiser la boîte de Kleenex, puis là, il va voir la boîte de Kleenex, puis là, il va gosser avec la boîte de Kleenex, puis il oublie complètement. Là, son cerveau, il traite plus ta consigne, il traite la boîte de Kleenex. Fait que ça, c'est une habileté non acquise. Son cerveau, il est encore immature. Fait que là, on est, hey, là, ça fait 2 fois que je t'ai dit d'aller t'habiller, puis t'es pas encore habillé. Mais non, il y a de la misère. C'est un processus cognitif qui s'appelle... Tu trouves ça cute? Tu savais pas. J'ai le goût de pleurer. L'habileté non acquise. Mais oui, c'est ça. Mais, fait que là, tu comprends. Ça peut être habileté non acquise. Ça peut être une émotion trop intense, genre... Genre, Lisande présente. Genre, ben ça ne tente pas. Ça ne tente pas d'aller à la garderie un matin. Ça ne tente pas de se séparer de maman. Il est bien à la maison. Il est bien avec maman. Nos enfants sont programmés. Tu sais, c'est ça. Mon livre, c'est Le petit pouls d'Amérique, parce que j'aime ça parler de l'enfant comme étant comme une espèce qui tous les comportements qu'un enfant fait a une raison d'être d'un point de vue adaptatif de survie de l'espèce. Le petit pouls d'Amérique, là, ben, il est programmé pour être à proximité de ses figures d'attachement. Fait que ça veut dire que le matin, lui, là, toutes les cellules de son corps, il dit reste collé sur ta mère et ton père. T'sais, reste collé sur tes parents. C'est eux qui assurent ta survie, c'est eux qui assurent ta sécurité. Reste collé dessus. Tu verras plus jamais le manteau de la même façon. Hein? Fait que je vais aimer sa petite crise. Là. Ben, c'est ça, c'est que dans le fond, il repousse la séparation. Il proteste face à la séparation. On est deux pour l'habiller, là. Ouais.
de même, genre, je te le dis, là, Oh c'est juste my quand God. c'est à l'air de rire, là. Mm. Ah, mais tu vois, fait que là, Ben oui. faut que j'accueille cette émotion-là. C'est ça. Il faut. Ben, c'est en plein ça. Et moi, là, je vais te le dire. Ben, c'est pas le fun, on va se le dire, là. C'est pas le fun, Mais c'est de la job. C'est vraiment pas agréable. Mais moi, ce que je vais faire souvent, c'est que je vais aller crever l'abcès en amont. Je vais pas attendre d'être rendue sur le bord de la porte, là. Parce que là, il est temps de partir. Moi, je suis pas régulée si ma fille me pète une crise alors que je suis en retard. Fait que moi, je suis pas disponible pour l'accueillir dans ce temps-là. Et quand c'est le matin, là, mettons, là, c'est une situation qui m'est arrivée très dernièrement, là. J'ouvre le store. On est d'avance, là, dans notre routine. Hein. J'ouvre le store, puis non! Pas ouvrir le store! Puis là, je le vois, là, qui est jam-pack, là, d'émotions non identifiées. Mais je sais, là, c'est mon cue, là. Faut que j'aille péter ça. Je sais que Comment là, tu ce qui se fais? passe, elle sait qu'elle s'en va à la garderie, mais ça ne tente pas. Fait que c'est là que je pourrais marcher sous des yeux et dire « Oh, t'es pas prête, mon amour, t'es pas prête, t'as tout de suite ouvrir le stock, puis on va le laisser fermer. Tu connais, viens-t'en. » Puis là, à toutes les résistantes, parce que là, je sais, pour s'asseoir, pour manger, il va y avoir une autre résistance. Pour brosser les dents, il va y avoir de la résistance. Si je marche sur des œufs comme ça, je fais juste pelleter par en avant. Ça va me péter d'en face au moment de partir. Fait que c'est le temps là, d'aller comme siphonner ça à la source. Là. Puis là, moi, dans ce temps-là, dans cette situation précise, c'est ça qui est arrivé. Je dis, ah ben non, Elisabeth, là, le store, il va rester ouvert. Mais là, je le fais en pleine connaissance de cause. Je suis régulée, je suis calme. Je sais ce que je suis en train de faire. Je sais que je vais avoir un tsunami de crise. Là. Ça va me péter d'en face, mais je suis prête à l'accueillir. Je le fais en pleine connaissance de cause. Versus si je suis surprise de plein fouet d'une émotion que j'ai pas vu venir ou que j'ai, tu sais, que j'étais pas prête à accueillir, là, je vais avoir bien de la misère à la gérer. Mais là, tu vois, dans cette situation-là, non, là, Elisabeth, le store, il va rester ouvert. Puis là, c'est ça, la grosse chaleur. La fermeté, mais la grosse chaleur. Oh, t'es déçue, ma chérie. Toi, t'aurais aimé ça, rester couché longtemps. Toi, t'as pas envie de te préparer pour aller à la garderie. Oh, je comprends, mais c'est correct. Vas-y, pleure, ma chérie. Ça fait du bien de pleurer. Puis, better out than in. Plutôt que de dire, hey, non, là, moi, j'en veux pas de crise. Ouais. Ça, là, ça fait qu'elle reste toute jamais en dedans, puis ça finit par péter à un moment donné, tu sais. OK. Fait qu'au au lieu d'arrêter la crise, on invite la crise. C'est ça. Fait que, mettons, nous, ce qu'on faisait, c'était... Ben, ma mère, elle faisait ça avec moi. Ah! Moi Elle faisait aussi. ça? Elle invitait la crise ou? Ouais, genre de, c'est correct, prends des grands respires. Ou un genre de, Ah, peut-être encore plus t'es fou, hein? fatigué, là. Moi aussi. Ouais. Ouais. Mais ça, là, il y a des enfants qui... Je te mets encore en tabarnak, j'ai 27 ans. Non, je comprends. Mais ça, puis pour vrai, il y a des enfants avec lesquels, puis des adultes, là, avec lesquels on est mieux de juste rien dire. Qu'on est juste, on est mieux de juste être là, puis c'est tout. Là. Ouais, c'est Parce qu'il y a des enfants qui sont... qui ont l'armure facile, justement, puis que, tu sais, des enfants à qui on va dire « Oh, t'es fâché, mon amour. Hey, moi, j'ai l'impression mais pareil de moi. mais c'est ça Moi qu'eux, aussi, ils on vont... dirait que c'est arrogant. Mais ces enfants-là, ils vont dire « Non, je suis pas fâchée! » C'est moi. Mais c'est parce que... mais c'est parce que ça, c'est... Tu te reconnais. C'est mon t-shirt. Mais c'est ça, ces enfants-là, souvent, ce qui arrive, c'est que c'est des enfants qui sont très sensibles. Je sais pas si tu vas te reconnaître là-dedans, là, mais ils sont très sensibles. Donc, eux, là, la ligne entre les émotions de vulnérabilité puis la honte est jamais bien loin. Fait que quand on leur dit « Ah, t'es fâchée, oh, t'es déçue », eux, ils entendent « Ah, t'es inadéquate. Ah, t'es pas... » Tu sais? Tu viens de guérir toutes mes blessures de vie. Fait que c'est sûr que si cet enfant-là entend « Oh, t'es inadéquate, mon amour », ben clairement que là, elle va déclencher son armure protectrice, puis là, t'aurais beau avoir la meilleure intervention du monde, elle va rebondir sur son armure. Fait que ces enfants-là, il faut des petits détours à prendre pour réussir à faire de la validation émotionnelle. Avec les plus fréquents, là, mais tu sais, c'est ça. Tout le monde a des enfants oui, différents. c'est là. ça. J'en parle dans mon livre. Me faire dire, t'es fâché. Tu vois bien tabarnak. Ouais, Oh non, c'est ça. Pas besoin de l'adresser. Ouais. Puis qu'est-ce que tu fais dans une situation où t'as pas la place pour l'accepter, cette crise-là? T'es pas là. Dans un centre d'achat, Ah, exemple. Ben, On dirait que j'arrête pas de dire ça, mais Ouais. c'est tout le temps là. Ben, non, mais je comprends, mais en même temps, tu sais, puis ça dépend même pas du contexte. Ça, probablement, ça t'appartient plus à toi
qu'à ton enfant puis à l'environnement. Mais moi, je m'en vais, je quitte. Tu prends l'enfant puis tu t'en vas. Moi, je vais même plus au restaurant. Là. C'est ça, je me prive, on dirait, à des affaires. Je le sais qu'elle va vouloir marcher, courir partout, puis je suis pas capable de... Puis fait que je me... Ça te tente pas de jalousie. Parce que tu veux pas déranger les autres. Ben oui. C'est pas le fun d'avoir le monde qui te regarde puis qui sont comme genre ton kid. Oui. Je te comprends. Ouais. Puis ça... Ça me dérange, moi, qu'on soit encore là. Puis c'est pour ça, moi, que je veux vraiment normaliser les comportements des enfants. C'est normal qu'un enfant fasse des crises, OK? Ils n'ont pas la maturité cérébrale encore pour se réguler. Et eux, les frustrations, ils les vivent fois 1000. Puis leur cerveau est pas encore assez mature pour être capable de gérer ce trop-plein-là. Fait que ça sort tout bas, tout côté. C'est pas parce que c'est des petits maudits mal élevés, là. C'est pas parce que... Puis l'enfant ne fait pas ça pour te faire chier. L'enfant ne fait pas une crise. Il se retrouve en crise. C'est complètement différent, là. Fait que c'est pas dirigé contre nous. Souvent, hey, no way que tu vas me faire ça, là, tout le monde me regarde. Là, quand on fait ça, là... Quand on fait ça, on est en train d'enseigner à l'enfant tes émotions. C'est honteux. C'est malaisant. C'est dérangeant. Tes émotions, ça dérange. Ça, ce que ça fait à l'âge adulte, ça fait les parents qui sont dans mon bureau. Puis là, on touche des sujets bien sensibles. Puis là, ils se mettent à pleurer. Puis ils disent « Hey, je m'excuse, je sais pas pourquoi que je pleure, là. » Mais voyons. C'est pas pourquoi je pleure. Et puis, tu t'excuses de pleurer. Ils ont appris à se déconnecter de leurs émotions pour pas déranger. Pour pas être faible, pour pas être inadéquat. Mais là, fait qu'il faut tout c'est pour ça que c'est important qu'on en parle. C'est important qu'on en parle. C'est tellement important. Parce que c'est important qu'on en parle. En ce moment, fait que c'est comme vraiment... Puis toi, c'est le fun parce que tu vas pouvoir... Mais oui! C'est triste, mon amour. J'ai envie de pleurer tout le temps. Oh, beau. Mais oui, mais c'est sûr. Oui, je comprends. Je m'excuse. Excuse-toi, Hey, non, on est dans un safe space, OK? Je sais pas pourquoi j'arrête pas d'avoir envie de pleurer. Je m'excuse. Je m'excuse. OK, oui, continue. Mais c'est vrai qu'il y a plein de gens qui font ça, qui s'excusent. Oui. Puis qui On sent mal de pleurer parce que, justement, on a été élevés à coup de... Là, va-t'en dans ta chambre, là. Tu reviendras quand t'auras fini de brailler. Oh, ouais. Ça, là... Oh, my God. Ouais. Parce que ça, là, ce que ça fait, c'est que ça enseigne aux enfants, qui sont des adultes en devenir, ben, qui sont responsables de l'état, du bien-être des autres. OK. Ça fait en sorte qu'après ça, en relation, il y en a plein, puis dans les relations sexuelles, qui oseront pas nommer leur inconfort, leurs besoins, qui oseront pas s'exprimer pour donc ben pas déranger l'autre, pour donc ben pas l'offusquer ou, tu sais. Fait que ça nous permet pas d'être dans des relations saines. Tu sais, je pense à l'épisode que vous aviez fait avec India Desjardins sur les relations toxiques. Tu sais, pour être capable de voir qu'on est dans une relation toxique, ben il faut avoir été élevé de manière à ce que l'amour, c'est pas quelque chose qui se mérite. Mais quand on travaille avec des systèmes de récompense, puis des bravo ma championne, je suis fière de toi parce que t'as pas pleuré ce matin, puis bravo ma championne, tu me rends fière parce que tu te comportes selon mes attentes à moi, mais là, tu fais travailler ton enfant pour ton amour. Ben ça fait en sorte que plus tard, dans sa relation, il va penser que ben l'amour, ça se mérite. Puis il faut que je corresponde aux attentes de l'autre pour être digne d'être aimé. Fait que quand tu vas être dans une relation sexuelle, puis que là, la personne va faire quelque chose que t'aimes pas, ben là, tu le diras pas parce que, oh non, là, je veux pas être turn off, je veux pas qu'il soit turn off, je veux pas briser le mood, je veux pas qu'il perde son érection parce que là, moi, je dis que j'aime pas ça, ce qui est en train de se passer. C'est ça, là, qui est en train de se... C'est ça! C'est ça, notre importance dans l'éducation de nos enfants qui sont des adultes en devenir. Il y a beaucoup de choses qui sont importantes à adresser. Je pense que tu vas avoir beaucoup de podcasts à faire parce que ça n'a pas d'allure. C'est vrai que ça part vraiment tout de la... c'est ça. C'est ça qui est triste. Comment t'as parce qu'on réussi à rebondir là-dessus? Moi, je suis là. Moi aussi. On peut éteindre les caméras. On peut-tu être en thérapie, s'il vous plaît? Ben oui. Ça a pas de sens. Oui, non, mais et puis là, c'est encore, je veux faire une autre parenthèse, OK? Vas-y, une autre parenthèse. J'adore. Parce que là, c'est ça. Les gens qui nous écoutent... mais toi, j'aime ça. Tu sais, les gens qui nous écoutent, cet épisode-là ne s'adresse pas juste aux parents puis aux intervenants. Non, ça s'adresse pas juste aux personnes qui ont des enfants ou qui moi, gravitent autour d'un enfant. Ça va les aider. Ça s'adresse à tout le monde, hein, en fait.
parce que ça va aider à comprendre pourquoi on agit de telle ou telle façon. C'est déterminé de la manière qu'on a été élevé. Mais là, attention, appelez pas vos parents pour leur donner un char de merde, pour leur dire c'est à cause de toi si je suis de même. OK? Pas personne qui a pensé à faire ceci. Non, mais... Mais c'est sûr qu'il y a de la... Veux pas, il y a de l'accumulation qui ça. Quand je suis allée voir ma sexologue, même quand tu me dis que ça a rapport à mon éducation, que ça a rapport à ça, veux pas, là, même si je l'ai pas appelé ma mère, là, il y a quand même de quoi qui est une petite frustration, puis une petite comme Oui. Puis ça, là, c'est important de l'accueillir. Attends, okay? de quoi qu'on parle? Je m'excuse. Tu sais, quand tu reçois... Mettons, là, aujourd'hui, on va réaliser plein d'affaires, exemple, sur notre enfance. Absolument. Tu sais, quand j'avais été voir ma sexologue, ça a été la même affaire. Elle m'a dit, tu sais, ça, c'est peut-être... Ça a rapport à quand t'as été élevée, ta mère était... Tu sais. Fait que là, à un moment donné, c'est sûr, là, j'ai accumulé, genre, de la... Fait qu'on dirait que ma mère, je dis, je l'aime, mais je suis comme un peu... Il y a une petite affaire, tu sais. Tu l'as nommé, c'est une frustration. C'est une frustration par rapport à quelque chose qui est plate en tabarnouche, mais qu'on ne peut pas changer. Puis ça, j'aimerais ça qu'on en parle, si on a le temps, là, de comment qu'on traverse une frustration. Puis comment qu'on guide nos enfants, justement, pour qu'ils apprennent à vivre leur frustration. Parce qu'il y a plein d'affaires poches dans la vie là, qui arrivent qu'on ne peut pas changer. Puis, tu sais, on peut pas changer le fait que quand nous... tu sais, années 80-90, ben c'est ça. On était encore avec la discipline traditionnelle de la carotte et du bâton. C'était ça, dans ce temps-là. C'est ça qu'ils connaissaient. Puis même que c'était ça dans les livres d'éducation. Fait que nos parents, ils ont fait le mieux qu'ils pouvaient avec les connaissances à ce moment-là. Là, les neurosciences, la science de l'attachement nous amène complètement ailleurs. Ça commence. Là. C'est du nouveau stock, là, ce que j'aborde. Il y en a beaucoup qui sont pas au courant. Regardez, là, vous avez des illuminations. Mais il y a encore même des intervenants là, qui sont pas encore 100% à jour sur ces affaires-là. Fait que c'est important qu'on en parle. Fait que nos parents, ben c'est ça. Ils ont fait le mieux qu'ils pouvaient. Ouais. Nos parents, ils voulaient le mieux pour nous. Puis ils ont fait les interventions. Puis même encore aujourd'hui, moi, je le vois, là, les parents qui font les interventions que moi, je sais qui sont pas les plus optimales, ils font quand même dans le meilleur intérêt de leur enfant. Ils pensent que c'est ça qui est le meilleur. Fait que ils sont bienveillants, dans le fond. Ils veulent le bien de leur enfant, puis c'est ça qu'ils font. C'est pour ça que c'est tellement important de faire cette job de prévention puis de promotion des meilleures pratiques. Oui. J'ai une question, puis j'ai l'impression que ça sonne un peu comme l'avocat du diable, mais corrige-moi, OK? Moi, j'ai été élevée où ma mère était vraiment comme nomme tes émotions, pleure, puis ce qui fait que j'ai le pleur facile. Ouais. Mais ce qui fait aussi que j'ai tellement été acceptée là-dedans que là, si je suis dans une relation puis j'ai besoin d'attention, ma façon d'aller le chercher, ça va être de pleurer. Parce que je sais que quand j'étais jeune, ma mère, elle m'acceptait là-dedans, puis c'est donc le fun. Puis là, je suis en relation, je pleure, puis ça fait pas le même effet sur mon chum que ça fait sur ma mère. Puis il dit, pleure, va-t'en dans ta chambre, tu reviendras quand tu vas le sourire. Ben, c'est ça. Tu veux-tu que je te laisse du temps un peu, là? Genre, fais tes... Puis moi, je suis noire. C'est pas ça. Tu sais, est-ce qu'il peut y avoir cet extrême-là aussi? Oui, non, mais on va en parler. En fait, je vais prendre ta question, mais en deux parties, OK? La partie du « Hey, tu veux-tu que je te laisse du temps? » Ça, c'est parce qu'il a probablement été élevé avec va vivre ton émotion tout seul dans ta chambre. Tu sais, une émotion aussi désagréable soit-elle, n'est pas dangereuse. C'est d'être tout seul dans une émotion qu'on comprend pas, qui peut amener de la détresse. Sauf que là, quand on apprend à nos enfants à vivre leurs affaires tout seuls, on les laisse un peu dans leur détresse. Puis ça va faire des adultes qui n'iront pas demander de l'aide, qui n'iront pas vers les autres pour vivre leurs émotions, qui n'auront pas un safe space pour déverser leur trop-plein quand ils ont besoin de déverser leur trop-plein. Puis c'est ce qu'on voit beaucoup chez les hommes là, qui accèdent pas à leur vulnérabilité parce qu'ils ont appris à être des doffs. Là. Eux, ils vont pas aller chercher de l'aide. On a beau faire des belles campagnes publicitaires de hey, c'est important de demander de l'aide, appel à SOS, suicide, nanana. Ils le feront pas. Ils se sont tellement fait dire que avoir des émotions, c'est être faible, puis être inadéquat, puis bébé là, puis pas bon, là, que
que c'est tellement ancré. Je vais vous expliquer le modèle que je préfère pour comprendre comment on traverse une frustration de manière adaptative. Puis tu vas voir que t'es adéquate. OK? C'est la société qui est complètement dans le champ. Fait que... Oh, merci. C'est pas moi qui ai inventé ça, là, c'est le docteur Gordon Neufeld, là, que moi, je capote dessus. Là. C'est comme professionnellement parlant. Là. C'est un crush professionnel. C'est un bonhomme de comme 70 ans, mais il est merveilleux. Fait que Gordon Neufeld, il est vraiment, vraiment génial. Puis là, il explique, lui, que quand on vit une frustration, ben c'est comme si on rentrait dans un rond-point, là, un carrefour giratoire sur la route. OK? Fait qu'imaginez un rond-point. Ce rond-point-là, il y a 3 sorties possibles. La sortie numéro 1, c'est la sortie du changement. Fait que, tu sais, mettons, là, on parle d'enfant, là. Si mon enfant me demande un popsicle pour déjeuner, puis j'ai dit non, ben, elle rentre dans le rond-point big time, là. Elle est frustrée. Puis la première affaire qu'elle va essayer de faire, c'est de changer la situation. Elle va me répéter en boucle qu'elle veut le popsicle. Elle va essayer d'aller tirer sur la porte du congélateur. Elle va prendre un popsicle, va y enlever des mains. Elle va la reprendre, va y enlever des mains. Elle va essayer de changer la situation pour que je finisse par plier. Si je plie, puis que j'y donne son mot sur le popsicle, et puis dans le rond-point, elle a sorti, elle est plus frustrée. Elle a changé la situation qui la frustre. Donc, sur le coup, j'évite une crise. Mais je l'aide pas, ultimement. Parce qu'il y a plein de situations qui l'attendent dans la vie ou qu'elle pourra pas changer la situation. Tu peux pas changer le fait que tu as été élevé de la manière que tu as été élevé. C'est frustrant, mais c'est fait. C'est mauditement fâchant. Mais tu peux pas changer ça. On peut pas changer. Tu sais, mettons, moi, ma fille, là. Mais je pourrais pas changer le fait qu'elle va se faire rejeter par ses amis, qu'elle aura pas les notes pour rentrer dans le programme de sport et tout, qu'elle va peut-être se faire congédier à sa job de rêve, qu'elle va faire fausse couche après fausse couche. Il y a plein d'affaires vraiment pas le fun qui l'attendent. Fait que si moi, je l'habitue à toujours prendre la sortie du changement, ben je l'aide pas, ultimement. Elle va se retrouver complètement au dépourvu quand son boss va y refuser sa semaine de vacances parce qu'elle pourra pas changer la situation. Fait que on veut mettre un blocage à la sortie numéro 1, bien souvent. Puis, tu sais, c'est correct de temps en temps là, de prendre la sortie du changement. Tu sais, je vais vous donner un exemple. Là. Dans le temps des fêtes, elle faisait sa sieste, j'ai installé les bas de Noël. Elle s'est réveillée, elle était déçue. Elle aurait voulu le faire. Ben, c'est correct, là, tu sais, c'est no big deal, là. Je l'ai fait en connaissance de cause. J'ai défait le bas de Noël, puis vas-y, fais-le, ma cocotte. Tu sais, je l'ai fait pour y faire plaisir. Pas tant pour éviter la crise comme telle, mais juste parce que ben, c'est le temps des fêtes, c'est le fun. Fait que là, je le faisais en connaissance de cause. Mais faut pas que ce soit mon intervention numéro 1. Fait que la plupart du temps, quand on donne une consigne et qu'on maintient notre consigne, c'est qu'on met un barrage à la sortie numéro 1. Puis qu'on guide notre enfant vers la sortie qu'on veut qu'il prenne. La sortie qui va lui permettre de développer sa résilience. La sortie qui va lui permettre d'accepter que dans la vie, il y a des affaires qui sont poches, mais qu'on peut pas changer. Puis qui va lui permettre de s'adapter à ça, de se retrousser les manches, puis de continuer à vivre. Puis cette sortie-là, c'est la sortie numéro 2. La sortie numéro 2, pour y accéder, ben, c'est par les larmes de tristesse. Il faut accéder à notre tristesse pour développer notre résilience. Ce qui arrive là, au niveau physiologique, au niveau de notre système nerveux, quand on vit une frustration là, sur le coup, notre système nerveux sympathique s'active. Ça, le système nerveux sympathique, c'est le même système nerveux qui se met en branle quand tu es devant un ours en plein milieu de la forêt. Fait que c'est le système nerveux qui déclenche une réaction physiologique de stress. Fait que adrénaline, noradrénaline, glucose dans le sang, tension musculaire, tout pour combattre ou fuir la situation. Fait que moi, quand je dis non à ma fille pour son popsicle, elle veut m'arracher à la face ou me fuir, tu sais. Fait que si je dis, viens, ma chérie, on t'est fâché, viens, je vais te donner un beau câlin, je vais te consoler. Mais non, elle veut rien savoir de moi. En ce moment, à ce moment-là de la crise, c'est son système nerveux sympathique qui est en branle, puis elle est programmée pour me sauter d'en face ou pour me fuir. Fait que ça sert à rien, là. Tu sais, il faut que je la guide vers ça. Tristesse. En anglais, on dit « you have to move mad to sad ». Parce que la colère, c'est le bodyguard de la tristesse. En arrière de la colère se cache toujours une émotion de vulnérabilité. Quand, là, on est en auto, puis il y a quelqu'un qui nous coupe,
Puis là, on pogne les nerfs. C'est la peur qui est cachée. On a eu peur. On a eu peur pour notre sécurité ou on a eu peur pour la personne qu'on a failli écraser. C'est la peur qui a mobilisé cette pulsion d'attaque-là. Mais c'est vraiment important qu'on change nos lunettes puis qu'on voit justement au-delà de cette manifestation-là de l'émotion de vulnérabilité qui est cachée en dessous de la colère. Puis, tu sais, quand le système nerveux sympathique est en branle, puis là, c'est la grosse crise, c'est là qu'on le voit, là, le criage, puis là, t'es pas fine, puis là, je veux un popsicle! Puis là, elle fait juste crier ça en boucle, je veux un popsicle, nanana. Mais à un moment donné, on le voit à l'œil nu, hein, quand il y a un switch de système nerveux qui se fait. Ce qui arrive, là, c'est quand l'enfant accède à sa tristesse, quand il se met à pleurer là, de tristesse. Je dis l'enfant, mais l'adulte aussi, là, ça s'applique vraiment à tout âge. Là. Je t'écoute. Quand on accède à notre tristesse, là, nos glandes lacrymales envoient un message à notre cerveau pour dire « Hey, c'est chill ». Cancelle le sympathique, là, puis réactive le système nerveux parasympathique, qui, lui, il est le responsable du rest and digest. C'est le système nerveux du repos. En ce moment, nous autres, on est tous en parasympathique. On mémorise, on est concentré, on digère, on pourrait dormir, tu sais. Ça, c'est le système nerveux du repos physiologique, mais ça amène aussi au repos affectif. Fait on le voit, ça, quand nos enfants se mettent à pleurer de tristesse, là, on voit le switch à l'œil nu. On les voit passer du sympathique au parasympathique. On les voit passer de la rage à la tristesse. On voit le relâchement dans leur corps. On voit que là, ben on le voit pas, mais je vous le dis, là, ce qui se passe à l'intérieur d'eux, c'est que là, ma fille, elle pleure plus parce qu'elle veut le popsicle. Elle pleure parce qu'elle comprend qu'elle n'aura pas le popsicle, puis c'est ça qui fait de la peine. Puis là, elle pleure, puis c'est là que la magie opère. C'est là que, là, si je dis, on vient, attends, mon amour, je vais te consoler. Là, elle va se laisser approcher. Puis là, elle va pouvoir se déposer à l'intérieur de notre relation. Puis là, elle va se déverser. Puis moi, je veux juste, ben, vas-y, ma chérie, pleure. Je vais l'accompagner là-dedans, puis je vais attendre que ça sorte. Puis après, une fois que ça va être fini, ben, on va passer à autre chose. Ouais. Sauf que là, je suis encore confrontée. Je l'aurai pas, mon popsicle, t'auras pas de câlin. Mais, mais ce qui arrive, c'est qu'il y en a des adultes qui ont des adultes, puis même des enfants, là, qui ont un barrage à la sortie numéro 2. Tu sais, quand on dit justement à nos enfants que les émotions nous dérangent, ou quand on leur montre que leurs émotions ont un impact sur nos propres émotions. Tu sais, là, tu fais de la peine à maman quand tu fais ça. Mais quand on met nos enfants responsables de nos propres émotions, on leur montre là, que leurs émotions sont dangereuses. Sont dangereuses pour les personnes autour. Mes émotions risquent de... Oh mon Dieu, mes émotions risquent de fâcher ma mère ou ma mère va être déçue de moi, donc ma mère risque peut-être de moins m'aimer. Quand on a peur de la réaction de l'autre par rapport à nos émotions, c'est là que l'on se coupe. C'est là qu'on s'auto-met notre barrage. On veut pas accéder à notre tristesse parce que c'est bien trop épeurant. On veut pas ça. L'enfant, l'humain veut être bon pour ceux avec qui il est connecté. Fait que si tu as une connexion avec quelqu'un, si tu as un attachement avec quelqu'un, tu veux être bonne pour cette personne-là. Tu veux pas... La dernière chose que tu veux, c'est être inadéquate. Fait que si tu as l'impression que d'avoir des émotions, c'est être inadéquat, ben tu vas te couper puis tu les auras plus, tes émotions. Fait que ce qui arrive quand on a un barrage à la sortie numéro 2, ben c'est qu'on passe tout droit, on la prend pas. Fait que on passe tout droit à l'opportunité d'accepter ce qui vient de se passer. On passe tout droit à l'opportunité de s'adapter à ce qui fait pas notre affaire. Puis on passe tout droit au fait de développer notre résilience. Puis là, ben, il nous reste juste la sortie numéro 3, qui est l'agressivité. Puis quand je dis l'agressivité, chez nos enfants, c'est clair, là, c'est quand ils nous disent « T'es pas fine, t'es méchante, je vais aller chez mamie », puis qu'ils nous traitent de cacamou, puis qu'ils nous pitchent leur dinosaure, puis qu'ils cognent, puis da. Tu sais, on la voit, là, la pulsion d'attaque dirigée vers nous ou dirigée vers les objets qui l'entourent. Mais chez les adultes, ça peut être, oui, dirigé vers les autres, mais ça va être
souvent aussi dirigé vers soi. Tu sais, mettons, on va prendre un exemple d'un événement fâchant qu'on ne peut pas changer, une rupture amoureuse. On va prendre, là, pour les besoins de mon exemple, je vais prendre un couple très hétéronormatif, mais sachez que je veux pas tomber dans des stéréotypes de genre, puis que je suis consciente qu'il y a de tout. Puis que, ce que je pense, ça s'applique autant à tous les genres confondus, OK? C'est juste que dans la société, présentement, on voit quand même qu'il y a une tendance chez les hommes puis chez les femmes. Fait que c'est pour ça que je vais prendre mon exemple pour illustrer, pour que ce soit plus clair, OK? Fait que, mettons, la fille laisse le gars, on va dire. Puis, non, mieux que ça, OK? Vraiment, pour être plus neutre, là, séparation, là. Commun accord. Commun accord, mais. Tu sais, mettons, les deux, ils ont autant de fautes l'un que l'autre, OK? Je veux pas mettre comme un plus méchant que l'autre, là. Fait que, séparation. Puis là, ben, tu sais, ce qui va arriver, peut-être qu'il y en a un des deux qui va essayer de prendre la sortie du changement. Tu sais, comment je vais changer, reprends-moi, qui va essayer de revenir en couple. Mais mettons que la personne met un barrage à cette sortie-là, dit non, ça n'arrivera pas, là, OK? On ne va pas revenir ensemble. Ça se passera pas. Puis d'ailleurs, tu sais, ceux qui laissent comme des portes ouvertes encore. Un break. Ou ben, peut-être un jour, ou là, on est juste pas. Fait pour être ensemble, on va se retrouver. Ouais, tu sais, ceux qui sont pas capables, là, de justement dire un non définitif, que non, c'est fini. C'est fini, ça marchera pas, là. Puis qui laissent comme une lueur d'espoir pour pas y faire trop mal, ben, ces personnes-là, là, ils empêchent la personne, finalement, d'accéder à sa tristesse, puis à sa résilience, puis à accepter ce qui s'est passé, puis à continuer à vivre. Fait que c'est pas la chose à faire, OK? On pense bien faire quand on fait ça, mais on n'aide vraiment pas la personne. Fait que, bref, le best, c'est vraiment de barrer la sortie numéro 1, puis de dire, ben non, ça arrivera pas. Bon. Mais là, de manière générale, les femmes, on a quand même une tendance plus facile à pleurer que les hommes. Fait que, tu sais, mettons, là, on prend le portrait purement stéréotypé, là. Ben là, la fille, elle, ses amis vont débarquer, ils vont écouter Bridget Jones, ils vont boire du vin, manger de la crème glacée, puis ils vont pleurer. Ben là, ce qui va arriver avec la fille, c'est qu'elle, elle va se laisser traverser par l'émotion. L'émotion va sortir de son corps. Merci, bonsoir, on n'en parle plus, ça va être réglé. Elle va avoir accepté ce qu'elle ne peut pas changer. Elle va avoir accepté que ben, c'est ça. C'était pas la relation pour elle. C'est pas ça qu'elle aurait voulu. Elle aurait aimé ça. Nanana, mais ça n'a pas marché. Bon, elle accepte. Mais on le voit, là, des fois, c'est pas ça pantoute. On a tendance à dire, ben voyons, donc pleure pas pour lui, c'est un tas de merde, puis tu vas trouver mieux. On essaye de cheer up nos amis. On les empêche de vivre leurs émotions dans ce temps-là. On les empêche de vraiment accéder à leur tristesse. Tu sais, en disant, mais non, pleure pas pour lui. Non, pleure, Colin. T'as de la peine. C'est pas ça que tu voulais. Tu voulais pas que ta relation marche pas. On veut tout pas ça. Tu sais, c'est plate. C'est plate que ça ait pas fonctionné alors que toi, t'aurais aimé ça. Tu sais, fait que c'est vraiment important de faire passer la personne, de lui donner accès à sa tristesse. Mais, tu sais, souvent, les gars, eux, ce qui va arriver, les gars vont pas débarquer pour dire, vas-y, broye mon chum. Hey, viens-ten, on va te changer ici. On s'en va brosser. On va aller prendre une, tu sais, on va aller au stripper, on va aller jouer au pool, on va écouter le hockey, whatever. On va te changer les idées pour que donc ben pas tu vives ton émotion. Fait qu'il passe tout droit à la sortie numéro 2 dans ce temps-là. Il accepte pas. Fait qu'il se laisse pas traverser par l'émotion, mais elle reste jamais là. Elle est là. Elle est à l'intérieur de lui. Puis cette énergie mobilisée-là, il faut qu'elle sorte d'une manière ou d'une autre. Fait que quand ça va sortir, justement, en pulsion d'attaque, parce que ça va sortir, il n'aura pas le choix, il va prendre la sortie numéro 3, ben il y en a que ça va être, justement, de agressivité envers l'autre et de donner de la merde à l'ex, parler en mal de l'ex, de rendre la séparation plus compliquée que ça aurait dû l'être, ou que ça va être dirigé vers lui, qui va dire, ah, c'est vrai, je suis vraiment un tas de merde, elle a bien fait de me laisser, je suis pas digne d'être aimée, puis là, il va arrêter de s'occuper de lui, puis là, il va sombrer dans la dépression, puis là, il va manquer des jours de travail, puis là, plus ça va aller, moins ça, tu sais, plus il va s'auto-détruire. Fait que c'est de l'agressivité dirigée vers lui. Fait qu'on s'est entendu pour dire que ça, pas ça qui est adaptatif. Fait que la société, elle nous dit que pour être fort,
il faut pas pleurer, il faut pas être vulnérable. Alors que c'est tout le contraire. Si tu te permets pas d'être vulnérable, si tu te permets pas de vivre tes émotions, tu t'enlignes droit vers la sortie qui t'amène vers la dépression, le suicide, l'agressivité, les problèmes relationnels, les problèmes de consommation, tout pour éviter de vivre les émotions, puis qui font juste en sorte que ça te nuit finalement. Fait que c'est vraiment important d'avoir ce modèle-là en tête pour la prochaine génération d'humains qu'on est en train de faire grandir. On doit s'imaginer là, avec un dossard jaune-orange puis un drapeau en plein milieu du rond-point pour faire le contrôleur, pour les guider vers leur tristesse. Il faut qu'on normalise les émotions de vulnérabilité puis qu'on les invite. Ça se peut-tu que je pogne les 3 sorties en même temps? Ah oui. OK. Non, mais j'analyse mes comportements puis j'ai l'impression que je suis dans un peu tout, moi. Ouais. Ah ouais, hein? J'ai les larmes, la tristesse, j'ai l'agressivité, puis j'ai aussi le non, mais ça va changer, non, mais. Ah oui. Moi, je suis comme dans, je sais pas trop, moi, on dirait. Ça dépend, la situation. Ouais, mais c'est ça. souvent, je pense. Mais puis c'est normal que ton réflexe premier, ça soit d'essayer de changer la situation. La plupart des gens, ça va être ça. Ils vont essayer de changer la situation. T'essayes de prendre la première sortie, puis là, si tu te fais barrer comme du monde, tu passes à la deuxième. Puis des fois, tu vas passer tout droit à ta tristesse, tu vas être dans la pulsion d'attaque, mais tu vas revenir, tu sais. Puis dépendamment de comment tu vas être accueilli. Tu sais, il y a des fois, la personne avec qui t'es, ou le contexte avec qui t'es, ou la manière dont toi, tu te perçois, ça peut faire en sorte justement que tu te permettes pas d'accéder à ta vulnérabilité sur le coup, mais qu'une fois que tu vas être dans un safe space, ou que là, tu vas pouvoir l'enlever, cette armure-là, que là, ça va être accueilli, que tu n'auras pas besoin d'être adéquate. Tu n'auras pas besoin là, d'être correct pour quelqu'un d'autre, que là, tu sais que tu vas pouvoir juste vivre ce que tu as à vivre. C'est ça. Non, en tout cas, t'as comme vulgarisé des trucs qui sont tellement compliqués dans ma tête d'adulte, puis là, tu l'as ramené à être tout petit, là. Puis c'est niaiseux, mais l'affaire du popsicle, ça m'a tellement fait comme, OK, c'est ça, tu sais. Je me suis pas permis d'être triste de pas avoir mon popsicle. J'ai tout de suite été dans l'attaque de si moi, j'ai pas ça, toi, t'auras pas ça. Ouais. Puis la façon que tu as expliqué que ça, c'est parce que j'avais pris ma 3e sortie, puis que toute ma vie, je me suis empêchée d'aller dans ma 2e parce que j'avais peur d'être inadéquate, justement. Tu sais, t'as tellement mis des mots sur des trucs que je suis comme, OK, c'est pour ça. Ouais. C'est fou, tu sais, ça, dans tout, là, c'est fou. Je suis un peu surpris. C'est vraiment pas... moi aussi, je prenais pas ma 2, là, vraiment pas. Puis ça fait qu'aujourd'hui, on est moins... Moi, pleurer, c'est bien rare, là, tu sais. Ça va être très, très rare, là. Puis c'est parce que quand on a été élevé comme ça, des fois, c'est difficile de changer tu sais, il y a une transmission intergénérationnelle qui se fait des pratiques éducatives, hein. Fait que si on a été élevé comme ça, si t'as pas été coaché dans l'accueil des émotions, si tu n'as pas appris à apprivoiser tes émotions quand tu étais petite, mais ça se peut que ça soit challengeant pour toi de le faire avec tes enfants. C'est ce que je dis à mes clients. Si moi, il fallait que j'apprenne à ma fille à faire un backflip, ben j'aurais de la misère. J'ai jamais fait de gymnastique de ma vie. Fait que ça se peut que s'il faut que ma fille elle fasse un backflip pour vendredi prochain, là, ben que j'aille besoin d'aller consulter un coach de gymnastique qui va m'expliquer comment faire pour accompagner ma fille pour atteindre cet objectif-là. Fait que c'est pas que tu es une mauvaise maman, c'est pas que tu es une mauvaise personne, tu l'as pas appris, Boswell. Est-ce que tu peux le montrer à ton enfant sans toi-même absolument. Parce que là, j'ai pas 50 ans, là, j'ai 28 ans, mais tu sais, c'est difficile un peu, là, peut-être. Je sais pas si ça change, là, mais... Ben oui. Tu sais, dans le fond, là, on apprivoise les émotions comme on apprivoise un serpent. Si, à chaque fois que ton enfant a un serpent dans les mains, tu dis tabarnak, un serpent, enlève ça, moi, j'en veux pas de serpent dans ma maison, mais va-t'en avec ton serpent. Si tu lui montres que le serpent, c'est donc bien dangereux, puis toi, tu t'en chiennes de ça, puis t'aimes pas ça, les serpents, ben c'est sûr qu'il apprivoisera jamais le serpent. Il va trouver ça épeurant, lui aussi. Puis à chaque fois qu'il va avoir un serpent sur lui, là, il va penser que, oh mon Dieu, il y a quelqu'un qui va me dire que je suis pas correct, puis il va le pitcher. Non, j'en veux pas. Fait que ça fait en sorte que quand tu vas lui dire, hey, t'as un serpent sur toi, hein? Non, j'en ai pas de serpent. Il voudra pas l'admettre qu'il y a un serpent sur lui parce que il haït ça. Mais si, quand il y a un serpent dans la pièce, tu dis,
no big deal, il y a un serpent. Ben, gars, on va attendre qu'il s'en aille, le serpent. Moi, j'ai pas peur de ça, les serpents. C'est vrai que c'est pas confortable. Tu sais quoi ça me fait penser? J'ai l'impression que moi, je me faisais féliciter d'avoir un serpent. Je me faisais dire, check comment t'es bonne avec ton serpent. Wow, t'es. Puis là, je me suis dit, parfait, je vais le garder tout le long, mon serpent. Tu sais? Parce que je sais pas comment expliquer. J'ai l'impression que c'est à l'inverse. Tu faisais féliciter de ton. Du Non. fait que t'étais tough, genre, peut-être? Ben, T'étais comme genre si c'est au une petite moment où fille j'étais tough, capable d'être tough que C'est ça. comme- T'étais, hey, bravo, t'es capable, je sais pas, je Gère vois un ça peu. tout seul, fais ça tout seul. T'es avec capable. toi. Mais genre, Ouais. pas en mode comme, ça fait peur, mais en mode comme. Ben, je pense que c'est ça, c'est un peu de même aussi. J'ai Ouais. 3 frères. Prends-le, le serpent. Va le gérer, ton C'est serpent. ça. C'est ça. T'es capable. Alors ouais. que non, c'est ça. C'est sûr que si tu l'as pas apprivoisé puis qu'on te dit, ben gère-le ton serpent, ben vas-y, prends-le. No big deal. Ouais. Ben, c'est Ouais, mais ça. pourquoi Dans toi, tu prends l'approche, c'est. Ah? c'est- Je comprends. Si toi, tu prends ton serpent, mais ta mère est comme non. Tu sais, genre, j'en veux pas ton serpent, prends-le, c'est tes affaires, là, mais moi, j'y toucherai pas. C'est quand même une espèce de. Ouais. Moi, elle veut pas y toucher. Ben oui, mais bon. c'est pour ça. Pourquoi qu'elle veut que je le tienne, mais elle veut pas y toucher? C'est pour ça que la dimension relationnelle, elle est cruciale. Il faut que nous, comme parents, on ait une attitude de tes problèmes, c'est mes problèmes. Ah, C'est c'est pas épuisant. seul là-dedans. Je suis là, OK? Je suis là. Peu importe la raison, que ce soit une émotion, une nouvelle activité, un contexte social, l'enfant timide, whatever. Tes problèmes, c'est mes problèmes. T'es pas tout seul dans ta chenoute. Je vais toujours être là pour t'aider. Peu importe l'âge, peu importe l'heure du jour ou de la nuit, je vais être là. Mais c'est pas ça qu'on voit. Là, on est dans une société qui pousse les enfants vers l'autonomie puis l'indépendance. Genre, à 3 mois, là, il faut qu'ils tombent tout seuls, faut qu'ils fassent tout seul, faut qu'ils aillent aux toilettes rapidement. On les pousse à être capables de tout faire tout seul vraiment tôt. Fait qu'après ça, on se demande pourquoi que... Je suis déjà en train de me battre contre du monde autour de moi qui sont comme, mais oui, mais là, il va être dépendant. Je suis comme, c'est un bébé. C'est sûr qu'il est dépendant. C'est ça. Il Par défaut. faut pas qu'il soit trop colleux. Là. Ça Ah va non, finir par ah être non. un... Comment ils appellent ça? Des gens tu sais, des adultes qui décollent pas de chez eux. Là. Un tanguy. Ah, mon Dieu, Un c'est le tanguy. contraire. Je suis comme, mais C'est non, le au contraire, contraire. Esti va s'être tellement senti Ouais. aimé puis sécure, mais sans. C'est ça. L'autonomie puis l'indépendance, en fait, ça peut se développer. Puis j'insiste, ça se développe. C'est pas quelque chose qui s'apprend. On est là avec nos tableaux routines puis récompenses pour leur apprendre l'autonomie. Ça se développe. Naturellement, c'est un processus émergent de l'inside out. Quand on sort avec notre... Non, vas-y tout seul, t'es capable. Go, 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 go. Là, moi, no way que je vais t'aider. Puis là, je te mets le timer. Si dans 5 minutes, t'es pas habillé, ben là, il va y avoir une conséquence. Là, je suis en train de tirer sa plante pour qu'elle pousse plus vite. Là, je suis en train de forcer l'autonomie. Puis les études, ce qu'elles démontrent, c'est que plus on va forcer l'autonomie chez quelqu'un, bien, plus on va voir la résistance apparaître. En revanche, quand on permet à l'enfant de dépendre de nous, quand on va lui dire, mettons, oh, c'est difficile pour toi de t'habiller ce matin, bien, c'est correct, mon pitou, je vais t'aider. Tu sais, on va l'accueillir avec générosité, pas genre, OK, je vais le faire parce que sinon on partira jamais, ou montrer que ça me dérange de m'occuper de toi, là. Non, qu'on montre, là, ben, c'est ma job de maman de m'occuper de toi. Je le fais avec plaisir, c'est ça ma job, tu sais. Fait que quand on permet aux enfants de dépendre de nous, ben là, c'est chez ces enfants-là qu'on va voir le plus de moi tout seul, non maman, c'est moi, je suis capable, puis qu'on va voir l'autonomie émerger naturellement. Parce qu'il y a la place pour demander de l'aide. Exact. Il sait que il va pas être inadéquat s'il est pas capable. Il aura pas peur. À partir du moment où on met de la pression de performance, quand l'enfant il est peut-être pas encore capable, fait que c'est vraiment, tu sais, le défi est trop de taille par rapport à son développement. Puis là, en plus, on le menace d'avoir des conséquences ou des punitions s'il réussit pas la tâche. Mais là, on le place en situation d'anxiété de performance. Puis il y a personne qui performe bien dans ce contexte-là. Là. C'est fou. S'il y a une chose de quoi je suis vraiment reconnaissante, je ramène ça à moi parce que je veux dire, c'est ce que je connais Ben oui. à date. Là, j'ai pas encore mon enfant. Mais comme j'ai tellement tout le temps senti, mettons, que mon père, ma mère, ça a été plus compliqué, là, mais avec. Je veux juste faire une parenthèse par rapport à ça, là, au cas où elle écoute le podcast. Ma mère, quand que j'ai compris qu'elle a fait du mieux qu'elle pouvait avec ce qu'elle avait, là, tout a été pardonné. Puis tout était comme, c'est comme tu as dit accédé tantôt. à ta c'est- tristesse. Oui, c'est ça, c'était la bienveillance. T'as puis- accepté. Ouais, vraiment. Puis genre, je peux plus y en vouloir pour absolument rien parce que je suis tellement comme, OK, tu sais, elle a fait son C'est crise ça. de possible. Puis, mais s'il y a une chose de quoi je suis reconnaissante, là, c'est que j'ai tout le temps senti que mes parents avaient confiance en moi, qui étaient comme,
on le sait que peu importe ce qui va arriver, elle va être correcte. T'sais, j'ai jamais senti que, mettons, il doutait ou que on peut pas la laisser partir, elle va se crasher, tu sais. J'ai tout le temps je suis partie de chez nous à 16 ans parce que je savais que mes parents étaient comme bon, t'es capable, tu sais comme. Puis c'est ça, ça avait rapport avec ce que tu disais là. Mais ça c'est l'affaire que j'aimerais transmettre aussi, tu sais, montrer que si j'ai confiance puis pour ça, tu sais, c'est ça. Quand je dis de permettre la dépendance, c'est pas de tout faire pour l'enfant, jamais de la vie, là, c'est pas ça. C'est pas de faire pour l'enfant, mais c'est de comprendre que, l'enfant, il est en apprentissage, il va développer ses habiletés en temps et lieu, puis que, tant que ça émerge pas de l'intérieur, c'est comme... Tu sais, c'est ça, c'est un processus d'inside out et non d'outside in. Quand on force pour qu'il fasse les affaires plus vite, là... Ça vient de l'extérieur. Il est probablement pas rendu là. Il est probablement pas prêt. On le voit beaucoup avec la propreté. Là. J'allais dire la même affaire. Ou le sommeil, là, pour l'endormissement autonome. Toutes les techniques d'endormissement autonome, c'est beaucoup de tirer sur la plante pour qu'elle pousse plus vite. Ça. Fait que c'est ça. Il faut comprendre que tout ce qui a rapport avec le développement, que ce soit le langage, la marche, la continence... toutes les habiletés sociales, d'être capable de s'excuser, de faire preuve de bienveillance envers autrui, pleine de toutes ces habiletés-là, puis ces compétences, ça émerge naturellement quand l'enfant est dans les conditions favorables pour que ça se fasse. Fait que nous, on peut juste soutenir ce développement-là, on peut accompagner notre enfant puis faire avec lui jusqu'à temps qu'il soit capable de faire tout seul. Et que plus qu'on va forcer, plus on va lui envoyer le message qui est inadéquat, qui répond pas à nos attentes, qui est pas suffisant. Puis ça va faire des adultes tu sais, les overachievers, c'est beaucoup ça, là. Ils ont tout le temps l'impression d'être pas suffisants. Ils ont des promotions par-dessus promotions, puis encore là, ils ont l'impression de ah non, là, faut que je continue, là, parce que là, je suis pas fière de moi, puis il faut que j'en fasse plus, tout le temps plus, parce que, on a été rodés au quart de tour avec des tableaux récompenses, puis c'est ça, c'est que quand on met tellement l'emphase sur le produit fini, sur hey, là, yes, je me fais un high five parce que mon enfant a réussi à être propre, on met l'emphase sur le résultat et non sur le processus. Nos capacités parentales ne sont pas déterminées par les résultats, par les habiletés de nos enfants. Elles sont déterminées dans notre capacité à accompagner notre enfant pendant tout ce processus-là. Là. Fait que, mettons, là, tu fais juste le... OK. Là, il est dans son processus d'apprendre à faire pipi dans le petit pot. Ouais. Si tu le félicites tout le long de son apprentissage... Je le félicite même pas tout le long. Tu le félicites même pas tout le long? Pas. Puis à la fin, tu le félicites d'avoir réussi? Parlons-en de ça. Comment qu'on fait? Oui, ça, là, on a été beaucoup élevés avec ça, hein, le renforcement positif. Ouais. Bravo, ma championne! Yes, t'as fait un beau de toi. Je suis maman est fière de toi, mon champion. Là, je suis contente, on va appeler mamie. Bon. Oui. Ça, là... Mais elle a fait pipi dans le petit pot! Pour de vrai, moi, quand ma fille, elle a fait son premier pipi dans le petit pot, Ah, j'étais vraiment fière d'elle. C'est ça! J'étais vraiment contente d'elle. Puis je l'ai dit à ma mère. Là, oui, c'est sûr. Mais ce qui arrive, c'est qu'on veut pas que nos enfants dépendent de renforcement externe pour être fiers d'eux. Parce qu'encore, là, à l'âge adulte, ça va faire des adultes que si leur boss leur a pas envoyé un email dans la journée pour lui dire qu'il a fait du beau travail, cette personne-là sera pas satisfaite de ce qu'elle a fait dans sa... Elle verra pas. Je vais faire un enfant de même, calice. Non, parce que tu vas être consciente de ça. Mais c'est ça. Je le dis à ma fille quand je suis fière. Dans le fond. C'est correct de dire à ton enfant que t'es fière de lui ou elle. C'est correct. Tu sais, puis surtout si c'est vraiment sincère, là. Tu sais, moi, quand je le dis, ça part du plus profond de mon être, puis ça sort tout seul, là, parce que c'est vraiment senti. Mais il faut pas que mes renforcements dépendent de ça. Fait que dans le fond, c'est ce que je vais faire par rapport au pipi. Ça va plutôt être... Ce qu'on veut, c'est amener au seuil de la conscience de l'enfant les forces, les capacités qui sont, les ressources qui sont à l'intérieur de lui, qui lui a permis de réussir à faire l'affaire. Fait que, tu sais, mettons pour le pipi, je vais plutôt
m'intéresser au processus, puis dire, est-ce que tu as aimé ça, faire le pipi sur la petite toilette ou la grosse toilette? Ok. Tu aimé ça? Est-ce que tu es fière? Est-ce que toi, tu es fière de toi? Ouais. Ou hey, as-tu vu ton pipi, comment il est jaune, comme la robe de la belle et la bête? Tu sais, je vais plutôt lui montrer son intérêt, tu sais, susciter sa motivation intrinsèque, son intérêt là, à faire le pipi. Fait qu'elle va pas faire pipi sur la toilette pour me te faire rendre plaisir fière. ou pour être adéquate. Elle va faire pipi sur la toilette parce que ça y tente. Tu sais? Joanie, étant la seule qui a un enfant là, ici en ce moment, Mais c'est vraiment, ouais, c'est ça, vas-y. comment ça te fait sentir par rapport à L'habitude ta à la façon- culpabilité? Non, parce Ok. que ma fille est vraiment jeune, elle a 2 ans, fait que, tu sais, je sais très bien, mais tout ce que tu dis, c'est quelque chose que j'étais en train de faire, Ouais. tu sais. Nous, on était vraiment rendus sur... dès qu'elle pleurait ou qu'elle faisait une crise, genre, ben là, t'es fatiguée, tu veux aller faire dodo? Là, puis ça ok. l'arrêtait pas, ben on la mettait dans le lit jusqu'à temps qu'elle arrête de broyer. Ok. Après, ça revenait. Fait que là, c'est rendu qu'à chaque fois, je dis, à chaque fois qu'elle fait une crise, n'importe quoi, tu vas aller faire dodo? Non, non. Puis là, elle arrête de pleurer. Puis là, elle vit plus son émotion. Fait que, tu sais, là, tu vois, ben, tu sais, genre, honnêtement, je sais, là, elle a 2 ans. C'est juste que si elle était plus vieille, là, peut-être que je m'aurais senti plus. Ouais, je comprends. Mais c'est mal, tellement mettons. facile à rattraper. Dans le fond, imagine-les, Ouais, là. ouais. T'as mis des petits cônes jaunes orange Ouais, devant ouais. la sortie 2, puis tu vas pouvoir enlever C'est ça un ça. par un, là. Tu sais, Ouais, c'est pas un gros barrage Ça, de c'est béton. le gros red béton que j'ai appris Ouais. aujourd'hui, là. C'est ça. Puis, tu sais, les pipis, ça, je savais déjà, là. Soleil enlève sa pipi, son affaire, puis elle chill. Des fois, faire semblant, elle met du papier de toilette. Je suis comme, ah, cool, là, là. Tu sais, c'est parce que ça, je sais que ça peut avoir des répercussions, pas juste niveau psychologique, mais aussi niveau. Tu sais, les femmes qui, moi, mettons, je suis full constipée, Ouais, ça ouais, peut ouais. avoir des répercussions Ouais. sur la sexualité aussi, puis Ouais. tout, d'être propre trop tôt. Fait que ça me stresse pas, là. Ah On fait ouais? pipi dans ta couche. Oui, c'est la physio-périnale qui a dit ça. Pour les gars, les troubles érectiles, ça peut affecter les troubles érectiles, puis pour les femmes, c'est la Les constipation. troubles érectiles, ça peut affecter les troubles érectiles. Ouais, être propre trop tôt. être propre Ok. trop tôt. Ça peut engendrer ça, des problèmes érectiles. Puis pour les femmes plus populaires, c'est la constipation. Ça, c'est la physio qui avait dit ça. Fait que depuis ce temps-là... Parce que tu te retiens trop vite. Ouais, il y a de quoi qu'après ça, l'enfant, là, si tu félicites l'enfant de s'être retenu, un enfant, c'est pas censé Ouais. se retenir. Il est supposé comme aller aux toilettes. Éliminer au fur et à mesure. Ouais, c'est ça. fait qu'il y a des enfants qui sont trop tôt, tu sais, mis au pot, fait qu'ils se retiennent, fait qu'aussitôt, puis là, ils veulent être félicités, fait que là, ils se retiennent pour Ouais. faire pipi, fait que Mais c'est là c'est que ça ça. peut causer. Fait que, mettons, comment, là, t'adresserais la situation de la pleure, puis à la place de lui dire, va faire dodo au lit. Ben, je vais... Je te On dis, là, la invite, première, c'est la ça. crise, elle va pleurer, parce que je l'ai déjà fait laisser pleurer, puis elle pleure pas longtemps, là, honnêtement, là. C'est juste que moi, je pensais que... J'ai pas pensé à l'émotion, faire venir l'émotion, tu sais. Puis moi, j'ai pas envie qu'elle soit comme, tu sais, comme moi, là. Fait que, fait que c'est sûr que je vais la faire pleurer, puis ça pleure pas longtemps, honnêtement, là. Puis, Ouais. est-ce que c'est bon aussi de peut-être... Ah non, je m'en allais faire une autre affaire, mais souvent, je vais contourner, je vais amener d'autres choses, mais ça Non, revient au même. Hein. C'est ça. Je faisais tout, dans le fond, qui était pas... Ça, là, ouais, ça, c'est là, il y a des études qui ont été faites par rapport à ça que ce soit parce que l'enfant n'a pas eu le droit de vivre son émotion parce qu'il a été chicané, là, puis il s'est fait réprimander, fait qu'il a tout retenu en dedans pour pas être puni, frappé, whatever. Ou que ce soit par l'autre extrême, là, qui a jamais vécu de frustration parce que enfant roi, là, on lui a tout donné, puis on a changé d'idée dès qu'il y avait une pointe de frustration qui paraissait, ben ça a le même résultat à l'âge adulte. Si on fait un scan de leur cerveau, leur système limbique, qui est le centre de contrôle des émotions, il est plus petit. Il est littéralement sous-développé. Là, c'est plus petit. On le voit à l'œil nu. Fait que c'est pas de les aider quand on fait ça. On veut vraiment qu'ils apprennent à apprivoiser. Fait que, tu sais, je reviens avec mon exemple de serpent. Pour apprivoiser le serpent, ben il faut que tu sois exposé à un serpent. Si t'es jamais en contact avec un serpent, tu sais, à chaque fois qu'il y a un serpent, viens, regarde mes clés, regarde pas le serpent, regarde pas le serpent. Ben, ça va pas lui permettre d'apprivoiser le serpent. Tu peux-tu demander pourquoi qu'elle pleure, mettons? Elle sait pas, à 2 ans. Tu sais, c'est long pour un enfant. Il y a des adultes qui savent même pas là, pourquoi ils pleurent. Tu sais. La capacité d'introspection, c'est un processus affectif. Mais tu fais juste facilement la ça. laisser pleurer? Ben, moi, ce T'attends? que j'aime beaucoup, quand on le sait, OK? Quand on le sait pourquoi l'enfant pleure, on va mettre des mots
On va faire la narration de son émotion. « Oh, t'es déçu, mon amour. Oh non, ta tour est tombée. » Ou « Oh, c'est difficile, ce jouet-là. Hein? » On est fâché parce que ça marche pas comme elle veut. « Oh, ça se passe pas comme tu veux aujourd'hui. » Ou « Oh, toi, t'aurais aimé ça rester à la maison. » Ou « Oh, tu voudrais que je te prenne tout de suite, mais là, moi, j'ai les sacs d'épicerie, je comprends ma cocotte. Ça sera pas long, ma chérie. » Ça, on met des mots sur ce qui est en train de vivre. Mais oui, on laisse, on est là. Moi, j'aime ça, tu sais, donner l'image, on est le contenant qui va recevoir, dans lequel l'enfant va déverser son trop-plein. Fait qu'on est là. Tu sais, ça, c'est ce qu'on appelle, en fait, ça a un terme, c'est ce qu'on appelle faire de la co-régulation. Les tout-petits sont pas capables de se co-réguler, de s'autoréguler. L'autorégulation, c'est la capacité à retourner à un état de calme sans influence extérieure, fait que tout seul. Mais c'est irréaliste de penser qu'un enfant de moins de 7 ans soit capable de... Ah ouais, 7 ans. Ouais. Mais tu sais, c'est pas tranché au couteau, là. C'est pas tranché au couteau. Puis peut-être un an. Puis, non, c'est ça, c'est tard. C'est avec tard. 2 enfants, ça doit être trippant aussi à gérer. C'est ça, mais le fameux Terrible 2 là, qu'on entend tout le temps, le Terrible 2, puis là, je suis comme, je le vis, tu sais. Mais ça, c'est là-dedans, fait que tu accueilles. Mais c'est parce que le Terrible 2, dans le fond, c'est juste que là, l'enfant commence à, tu sais, explorer. Ouais. Fait que là, on met plein de limites. Fait qu'il vit plein de frustrations tout le temps. Fait que c'est pour ça, là, que c'est tout le temps super intense, parce qu'il y a tellement de sources de frustration. Les émotions sont tellement intenses, puis son immaturité, elle est vraiment. Fait qu'il faut être patient. Ouais, c'est ça, il faut. le rouler les yeux. Non. Ouais, c'est ça. Honnêtement, tout, c'est vraiment correct. Là, non, mais j'exagère parce qu'il y a des moments, tu sais, que là, tu visualises que t'es comme, OK, je m'imaginerais pas avec 4 enfants qui font ça, tu sais. Mais c'est sûr, Je sais pas comment les gens font avec 4 enfants. On salue les éducatrices des groupes. Ben, c'est... je sais pas comment ils font. Mais c'est ça. Ils apprennent à faire ça pareil, puis ils réussissent quand même, d'une certaine façon. C'est juste que puis c'est le fun qu'il y ait des ressources comme vous pour les aider individuellement, ces personnes-là. Parce que chaque personne, c'est très bon. Bravo. Je comprends que la façon facile, c'est de mettre un collant, puis t'as la paix, là. T'as pas besoin de te concentrer sur l'émotion, puis d'apprendre à le compter. La menace du dodo, puis le collant. Moi, j'avais les deux. J'avais la menace, puis j'avais ma récompense. Fait que j'étais vraiment là-dedans, là, à 100%. Puis, je m'en allais faire une petite moi, là. Genre, qui pleure jamais, puis genre, je vis jamais d'émotion. OK. Ah, ben, je peux-tu juste rapper avec la co-régulation? Vas-y, absolument. Juste parce que, bon, c'est ça, la co-régulation, dans le fond, vu que le tout-petit n'est pas capable de s'auto-réguler, il a besoin d'être co-régulé. Ça, c'est carrément 2 systèmes nerveux qui se parlent, qui communiquent. L'enfant, son système nerveux, on en a parlé tantôt, il est all over the place, il est dérégulé, là. Il va pas bien. Fait que là, moi, j'arrive avec mon système nerveux régulé. Moi, je suis calme. Moi, je suis en parasympathique, là. Puis là, je viens, je l'accompagne là-dedans. J'ai pas besoin de dire quoi que ce soit. J'ai pas besoin de faire quoi que ce soit. La co-régulation, c'est pas de dire « Vas-y, respire, ma cocotte. Respire. Souffle sur ma petite plume. » C'est pas ça. C'est pas dans le quoi faire, c'est dans le quoi être, la co-régulation. Fait que c'est juste d'être là. That's it. Ça sonne comme too good to be true. Là, il y en a qui vont me dire, OK, mais qu'est-ce que je fais? Non, mais c'est ça la réponse. Tu n'as pas besoin de rien faire. Tu as juste besoin d'être là. C'est tout. On attend que la crise se passe. On lui donne le safe space pour vivre son émotion en toute sécurité, sans jugement. Fait que quand je dis sans jugement, c'est sans jugement par rapport à l'intensité. Fait que genre, hey, là, reviens-en. C'est pas si pire que ça. Ça, c'est de juger l'intensité. Ou sans jugement par rapport à la durée. Hey, là, ça fait une demi-heure. Là, il va falloir que tu get over it. Là. On n'a pas le contrôle sur l'intensité, la durée, sur la fréquence des émotions de notre enfant. On a juste le contrôle sur comment qu'on va l'accueillir. Puis je dis nos enfants, mais c'est nos amis, nos chums, c'est tout le monde. Je pense vraiment aussi à mes amis là-dedans. J'ai toujours fait, tu sais, comme, non, il n'y a pas de stress, puis non, on va changer d'idée. On dirait qu'il faut tout qu'on change comment on est, genre. Oui, c'est ça que je disais tantôt. C'est pas toi qui as un problème. Tant mieux si tu accèdes à ta vulnérabilité facilement. C'est la société. Mais tu vois, moi, j'ai le réflexe de me dire ça, de me dire, genre, OK, reviens-en, c'est beau des bosses, genre, OK, parce que
je me sens pas dans un safe space pour C'est vrai pleurer. que tu te le Fait que dis pour pas souvent. que les gens me disent, Ouais. genre, Mais ça- débuzz, arrête de broyer, ça Oui. fait longtemps que tu broyes, je me le dis moi-même. Oui, puis ça, en même temps, tu sais, il y a des contextes où on n'a pas le choix de se mettre cette armure-là. Tu sais, je vais vous donner l'exemple. Après ça, j'arrête, là. Mais l'exemple, quand je suis en consultation, si quelqu'un me parle de quelque chose extrêmement triste, quand j'étais à Montréal-Nord, j'en entendais des pas pires, là, vraiment difficiles. Je pouvais pas me mettre à pleurer devant la personne. Pour être aidante, il fallait que je get my SHIT together. Puis, tu sais, à ce moment-là, je devais mettre mon armure. Sauf que si je garde mon armure tout le temps, ben, je laisse pas l'émotion me traverser. Je la vis pas. Puis là, c'est ça qu'on voit dans le réseau de la santé en ce moment. Là, les aidants, tous les intervenants, les infirmières, eux, ils doivent être productifs. Hein? Ils goalent, ça y va par là. Fait que là, ils n'ont jamais le temps de prendre le moment de sink in dans leur émotion, dans ce qu'ils ont vécu. Puis là, ben, ils accumulent. Puis là, cette énergie mobilisée-là, il faut qu'elle sorte. Puis là, ça pète. Ils pètent aux frettes. Puis ils partent en burn-out. Puis en congé de maladie. Puis ça pop en eczéma, en psoriasis, en ulcère d'estomac. Ça va popper d'une manière ou d'une autre. Moi, maintenant que je suis en pratique privée, j'ai cette chance-là. Il y a personne qui fait mon horaire à ma place. C'est moi, là. Fait que moi, quand, justement, ça va m'arriver des fois d'avoir des rencontres difficiles. Puis là, je vais prendre un moment. Je vais aller relire ma note évolutive, là. Toutes les notes que j'ai écrites, je vais les relire pour me replonger, là. Puis là, je vais accéder à ma tristesse. Puis là, je vais pleurer. Puis là, c'est là que la magie opère. Tu sais, je la fais sortir de moi. Je l'accumule pas, cette affaire-là. Elle va être partie. Puis des fois, tu sais, je suis à la maison, je suis en télétravail, mettons, puis là, je croise mon chum, puis comme, ça va-tu, mon amour? T'es-tu correct? T'as-tu besoin de quoi? Puis je dis, ben non, c'est correct. J'avais juste besoin d'accéder à ma tristesse. J'avais juste besoin de pleurer. Tu sais, je suis pas. Là, j'ai le serpent dans les mains, dans le fond, en disant, gars, c'est correct. Moi, je suis chill avec le serpent. J'en avais besoin de ce serpent-là. Je suis pas en détresse. T'as pas besoin de me l'enlever, là, le serpent. T'as pas besoin de me sauver de mon émotion. C'est souvent ça qui arrive avec nos enfants. On veut les sauver de leur émotion. On veut pas qu'il y ait de la peine. On veut pas qu'ils vivent des affaires difficiles. On les aide pas en faisant ça. Oh. Puis est-ce que, il y a, là, après ça aussi, mais mettons, on va continuer après, là, Mais c'est parce qu'il y a un after show aussi. OK, c'est bon. Mais c'est quoi je veux dire? Non, mais est-ce qu'il y a moyen aussi de différencier dans le cerveau le travail de la réalité, tu sais? Exemple, justement, les gens qui travaillent dans le... Ou sinon, il faudrait que le gouvernement instaure une pause pour pleurer, genre. Ben, je sais pas. Ça se fait-tu dissocier ça ou tu penses que tu n'y crois pas d'essayer de dissocier? Oui, ça se fait. Puis il y a vraiment des trucs concrets qu'on peut mettre en place pour réussir à le faire. Mais c'est ça. C'est juste que le contexte dans lequel les intervenants puis les personnels soignants là, dans le réseau de la santé puis des services sociaux, ils sont dans un contexte qui ne leur permettent même pas de mettre en place ces bons moyens-là. On n'a pas le temps. OK, je comprends. Parfait, c'était tout ma question. On va continuer après dans l'after show, puis on va faire un autre podcast avec toi, Sarah, je suis contente. Yes. Partie 2 qui va être un petit peu plus sur l'éducation sexuelle, peut-être. Ouais. Fait que ce qu'on était censé parler, mais finalement, c'est bien trop intéressant. Mais c'est parce que ça reste un ça rapport. Oui, tout est dans tout. Tout est dans tout. Là. Oui, je m'aurais pas passé de ce podcast-là. Fait que merci vraiment. On se revoit dans l'after show, répondre aux questions des gens, puis après ça, un autre podcast. Yes! À tantôt! On aimerait prendre le temps de remercier nos 3 rois de l'orgasme. Hey, il y a des noms qui sont là depuis... Merci énormément d'être là. C'est encore ils sont tout le temps là. Ben, ça va être entre ces 3-là, le jouet à faire tirer. Ouais, moi, qu'il y en a d'autres qui s'abonnent entre-temps, là, mais dans le fond, ouais, ce mois-ci, on fait un tirage qui est un jouet de 200 qui s'appelle le Roméo. Donc, le Roméo. Le Rodéo, excusez. Donc, quand vous êtes dans cette catégorie-là, qui est la catégorie la plus importante au monde entier de Patreon, on fait tirer un vibrateur de sexe oral par mois. Merci donc à Shannon Bépoigne, Sophie et Will Schmidt. J'ai hâte de voir qui entre vous 3 va se gagner un premier rodéo. Wow, moi aussi, j'ai pas l'air. Ou si vous allez avoir plus de compétition, vous verrez bien. Merci encore pour tout. Merci, on vous aime. Une production du Studio SF.